Dans une tribune publiée le 11 avril dernier en République démocratique du Congo, Olivier Kamitato, cadre du parti politique Ensemble pour la République, plaide pour la création d'une République fédérale du Congo. Selon lui, le fédéralisme représente une voie pour construire un Congo uni, prospère et pacifique, où chaque région jouerait un rôle actif dans le destin commun. C'est ainsi qu'il propose une fédéralisation basée sur 6 grandes régions historiques, à savoir la région orientale, l'Équateur, le Congo, le Kasaï, le Katanga et le Kivu. Si l'initiative est saluée dans les rangs de sa propre formation politique, elle n'est pas accueillie favorablement au sein de la plateforme politique Lamuka par exemple. Question, quelle analyse faire de cette proposition qui vient réveiller, si on peut le dire, les vieux démons du fédéralisme? Est-ce que le contexte socio-économico-politique actuel s'y prête? Nous allons en parler avec le chef des travaux Kyungu Shimbi, qui est enseignant en sciences politiques, analyste des questions politiques, qui nous fait une fois de plus l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Monsieur Kyungu Shimbi, nous allons devoir commencer. D'abord, nous vous souhaitons la bienvenue sur ce plateau des grands échanges, avec les lunettes d'un scientifique, d'un politologue et surtout d'analyste des questions politiques. Que pensez-vous tout d'abord de cette initiative de Olivier Kamitato qui propose, comme je l'ai dit tantôt, la création d'une république fédérale du Congo? La question que vous posez est quelque peu complexe. Lorsque vous me demandez de penser sur ce qu'un acteur politique a lancé comme boutade, comme une idée, que dois-je dire? Que c'est bon ou c'est mauvais? Non. Il est libre de réfléchir, on ne peut pas interdire à quelqu'un de réfléchir. Je pense que ce qui nous intéresse là-bas, c'est peut-être plutôt les thèmes qu'il a choisis. Le fédéralisme en RDC. Justement. Et lorsqu'on aborde cette question, croyez-moi, ce n'est pas au cours d'une émission comme celle-ci qu'on peut faire le contour de ces thèmes. Le fédéralisme peut être abordé sur le plan théorique, ça peut nous prendre toute une émission. On peut l'aborder également sous l'angle historique, comment ce thème, comment le fédéralisme a été vécu, analysé, discuté dans notre pays depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Aussi comme on peut l'aborder sous l'angle de l'actualité, parce qu'il y a tel qui a déclaré, voilà, cela a suscité beaucoup de réactions. Moi, personnellement, ça m'étonne parce que Nanga, lorsqu'il lançait son projet AFC, il a promis, selon lui, que le Congo doit être organisé sous forme fédérale. Cela n'avait peut-être pas suscité des réactions de part de ses collègues politicien, peut-être personne ne lui donnait, ne lui accordait confiance, mais maintenant qu'il a pris une certaine portion du territoire, il apparaît. En soi, quelqu'un qui réfléchit, on ne peut pas interdire à quelqu'un de réfléchir. Rien n'est interdit. Mais plutôt, on peut se poser la question, est-ce que le Congo réunit-il les conditions, n'est-ce pas, de fonctionner comme un État fédéral? Parce que le fédéralisme, c'est une technique politique d'organisation de l'État, à côté des autres techniques comme l'unitarisme. Et les réactions que nous entendons à gauche, à droite, beaucoup plus pour les comprendre, il faut les contextualiser dans notre histoire. Pourquoi les uns sont pour, les autres sont contre? Et je pense que les pour et les contre, ce n'est pas lié en fait à la technique elle-même. C'est plutôt l'organisation de l'État lui-même qui pose problème. Voilà pourquoi, avant de répondre
strictement à la notion, d'aborder la notion de fédéralisme. Je voudrais plutôt aborder certaines questions sensibles qui dérangent. Les questions qui dérangent, qui font que les uns se disent « nous avons été trompés avec les systèmes actuellement en vigueur, nous n'en voulons plus ». Les autres disent « nous savons ce que vous voulez faire ». Ce n'est pas le fédéralisme, mais plutôt vous voulez la balkanisation. Vous n'avez pas le courage de le dire. Voilà un peu les deux extrêmes. Voilà. Par contre, les questions qui fassent c'est quoi? C'est le fonctionnement de l'État lui-même, sans tenir compte de la forme. Nous avons accepté l'organisation étatique de notre entité depuis 1960. Le Congo, c'est un État. Lorsqu'on parle d'un État, il y a les droits et les devoirs, n'est-ce pas? Oui. Qui découlent des règles d'organisation de l'État. L'État suppose qu'il est animé par les citoyens, c'est-à-dire la population, et cette population, selon l'article 12 de notre constitution, de la constitution actuelle, les Congolais, tous les Congolais sont égaux devant la loi. Ça, c'est une question fondamentale. On en parle, mais on ne mesure pas la portée de la question. Sont égaux devant la loi. Et la deuxième préoccupation, c'est l'article 13, qui garantit l'accès, n'est-ce pas, aux fonctions publiques. L'accès aux fonctions publiques est garanti à tout Congolais. Tout Congolais a le droit d'accéder aux fonctions publiques. Autrement dit, tout Congolais ne peut pas subir, n'est-ce pas, une discrimination de quelque forme que ce soit quant à l'accès aux fonctions publiques. C'est là que le problème se pose. L'identité du Congolais. On affirme bien autour de l'article 30, autour de ça, 30, 32, 31, 32. On reconnaît à tout Congolais d'habiter sur n'importe quelle partie du territoire et d'y jouir la plénitude de ses droits politiques notamment. On chante ça, mais on est incapable de vivre ça. C'est ça le nœud du problème. Donc, un Congolais ne peut pas faire l'objet d'une discrimination de par son origine. Oh, le problème d'origine ici au Congo, c'est un problème tabou. Voyez. Ceux-là qui ont la charge, n'est-ce pas, de garantir le respect de ces normes-là, ceux-là violent d'abord eux-mêmes cette disposition et sont incapables de garantir le respect. Je prends les cas les plus immédiats que nous avons vécus. Le secrétaire général de l'UDPS, M. Kabouya, atterri à Lubumbashi, s'adresse aux membres de son parti. Aux membres de son parti, de sa tribu, il faut l'appeler comme ça. Il leur dit, vous êtes Congolais, vous êtes à Lubumbashi, mais sachez que vous êtes des immigrés. À ce titre, vous n'avez pas le droit de postuler à certains postes politiques parce que vous n'êtes pas chez vous. Il faut laisser aux autochtones. Chez lui où? Chez eux où? C'est ça la grande question. Et tous les militants étaient calmes. Ils ont peut-être maugré, mais ils se sont tus. Voilà tous les problèmes. Et ils se sont tus tout simplement parce que Kabouya, il est de ces groupes. Si cette phrase était prononcée par quelqu'un qui n'est pas du même groupe tribal, ça aurait posé beaucoup de problèmes. Voyez. Ils n'auraient pas accepté, mais ils ont accepté l'inacceptable parce qu'ils sont Congolais. Partout où ils se trouvent, ils ont droit de postuler à n'importe quel poste. C'est ça le problème. Évidemment, Kabouya, quand il tenait ses discours,
c'était pour faire plaisir à ses partenaires politiques qui, eux, avaient peur justement de ces groupes-là. C'est ça la réalité. C'est ça le fond de la question. C'est tous les problèmes. Vous ne trouverez nulle disposition, aucune disposition dans ce pays qui dit que pour être gouverneur, je parle de gouverneur parce que c'était un des postes qui est depuis 2006, qui est mis en jeu. Aucune disposition qui interdit à un Congolais, de par son origine, de postuler à un poste de gouverneur. Mais vous entendez les gens dire, vous n'êtes pas originaire, vous ne devez pas. Ce n'est pas écrit, mais c'est ce qu'on observe. Tant qu'on va continuer à ne pas concilier la norme qui régit la cohabitation et la pratique, nous aurons le même problème. Le fédéralisme, quand vous parlez de fédéralisme, dans notre pays, s'oppose directement à l'unitarisme, de par notre histoire. Tout à fait. Voilà. Et lorsque vous creusez même la notion que nous n'avons pas encore définie du fédéralisme, le pouvoir central reconnaît aux provinces le pouvoir politique, reconnaît aux habitants de la province. C'est ce que ça signifie, le pouvoir politique. La loi ne dit pas que les habitants de la province doivent être originaires. C'est tout habitant qui vit en province aura une certaine compétence, n'est-ce pas, lorsque il veut, il manifeste l'intention d'accéder aux fonctions politiques. Donc vous verrez qu'aussitôt qu'on aura résolu le problème d'identité, le reste va s'en suivre. Mais malheureusement, l'identité que nous avons, c'est l'identité coloniale. Malheureusement, vous avez dit. Mais prof, aujourd'hui, on a tendance à vouloir dire que, écoutez, avec le fédéralisme, il ne faut pas y aller très rapidement. Il faut d'abord asseoir ou rendre effective la décentralisation. D'autres pensent que la forme actuelle de l'État se rapproche au fédéralisme. Non, avant de répondre à cette question, il faut d'abord vider les préalables d'identité. Okay. J'ai commencé par vous dire que nous avons l'identité coloniale. Vous êtes né à Lubumbashi, mais vous n'avez aucune identité administrative, dis-je, de Louchois. Il n'y a pas une identité louchoise. Il n'y a pas une identité quinoise. Il n'y a pas une identité de gens d'éducation ou d'ailleurs. Administrativement, ça n'existe pas. Même si vous habitez Lubumbashi, vous êtes né à Lubumbashi, les parents sont nés à Lubumbashi, mais votre identification vous renvoie au village de vos parents. Et cette pratique-là est incompatible avec l'organisation de l'autonomie. Parce qu'il faut, pour qu'il y ait l'autonomie que nous trouvons dans la décentralisation ou bien dans le fédéralisme, parce que dans la décentralisation, nous trouvons l'autonomie administrative. Mais dans le fédéralisme, nous avons l'autonomie politique. Mais quoi qu'il en soit, c'est ça les contenus. Et ce contenu est lié à l'identité. Voyez-vous? C'est ça l'identité qui pose problème. Lorsque Kinshasa transfère une compétence à une province, mais la province qui reçoit cette compétence est structurée autour de la population qui vit dans la province. C'est la population qui prend en charge ces transferts. Si on a transféré l'éducation, on a transféré la santé, on a transféré l'agriculture, eh bien, c'est la population de la province qui doit se démener pour organiser
la santé, l'éducation, l'agriculture. C'est cette population qui vit là-bas. Mais on dit à cette population, attention, vous payez l'impôt, vous payez les taxes, mais vous, comme vous n'êtes pas originaire, vous n'avez pas le droit de regarder la gestion des taxes, de l'impôt que vous payez. C'est cela qui annule tout. Et la victime s'est dit, ah bon, donc c'est ce que vous voulez, alors que Kinshasa ne nous donne plus cette autonomie. Mais en interne, la conscience locale, c'est ça la condition de l'autonomie. Pour qu'il y ait l'autonomie, il faut qu'au préalable, qu'il y ait une conscience locale. Mais les provinces qui demandent l'autonomie n'ont pas la conscience locale. Conséquence, aussitôt qu'on vous reconnaît cette autonomie, vous verrez que la base qui criait fortement se fragilise. Vous avez vu beaucoup plus facilement, parce que dans l'histoire, lorsqu'on parle du fédéralisme, on voit les Katanga avec la sécession, on voit le Congo central avec ses revendications du genre. Mais il faut pousser la logique jusqu'au bout. Y a-t-il une conscience katangaise? Bon, ça c'est une autre question, mais je vous réponds déjà qu'il n'y en a pas. Raison pour laquelle vous avez vu que le Katanga a disparu sans trompette, ni tambour, si facilement. Si la conscience existait, la disparition serait facile. Voilà pourquoi ce terme autonomie qui découle de la décentralisation ou du fédéralisme fait peur aux uns et tranquillise les autres. Parce que dans l'application, il y a ce fond de la question qu'on n'aborde pas publiquement, malheureusement. Maintenant, vous dites, est-ce que le moment est propice pour que les provinces soient autonomes? Et le fédéralisme, parce que c'est ça la question. Justement, oui. Qu'on pense d'abord à asseoir la décentralisation avant de pouvoir penser à cette autre autonomie à laquelle vous avez fait allusion, le fédéralisme, justement. Voilà. C'est ce que je vous ai dit, que la première condition, c'est la conscience locale. Est-ce que l'entité à laquelle on veut donner l'autonomie décentralisée, de la décentralisation ou du fédéralisme, a-t-elle la conscience locale? Rapidement, on vous dira oui. Mais la réalité, je vous dis non. Non, pourquoi? Parce que l'organisation territoriale nécessite l'expertise. Les problèmes actuels que nous vivons n'est pas lié à la forme de l'État. C'est l'usage justement de ces techniques qui nous donne la forme fédérale ou unitaire. Le problème est dû au respect des normes. Des normes qui font fonctionner l'État. Les normes que nous avons aujourd'hui, peu importe la forme de l'État, ne sont pas respectées. Quelle garantie avez-vous que si nous passons de ce que nous avons vers le fédéralisme, ça sera respecté? Quelle garantie avez-vous? En parlant des normes, vous voulez faire allusion aux lois, c'est cela? Aux lois. Quelle garantie avez-vous pour dire que cette fois-là, on va proclamer le fédéralisme, donc nous serons bien? Quelle garantie avez-vous que la norme organise le fédéralisme ou l'unitarisme? Elle doit d'abord être respectée. Est-ce que les Congolais sont prêts maintenant à respecter les normes qui régissent notre État? Non. Partout ailleurs, lorsqu'on vote le budget est une loi. Lorsque le budget a consenti les crédits pour telle institution, il ne revient pas au ministre des Finances, ou au ministre du Budget, ou au chef de l'État de réorienter ces crédits à un autre service. Ça ne peut pas se faire. Mais est-ce que dans notre pays, les budgets gérés de cette manière? Non. Donc, toute la question du Congo, c'est le respect des normes. Commencez d'abord par appliquer les normes
dans leur esprit et les respecter, vous verrez que tout va marcher. Que cela se fasse dans l'unitarisme ou bien dans le fédéralisme, c'est la même chose, mais j'attire l'attention que le fédéralisme, le fonctionnement du fédéralisme est plus onéreux. Ça coûte cher que l'unitarisme. Ça coûte cher parce qu'il faut l'expertise humaine. Il faut qu'il y ait des gens formés qui savent appliquer l'administration. Ça coûte cher parce qu'il faut l'argent. Ça n'a pas de sens que les députés provinciaux réclament leurs émoluments auprès de l'État. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. L'État ne peut pas supporter les élus d'une entité décentralisée, d'une entité fédéralisée. L'État ne peut pas faire ça. Si vous voulez ça, vous voulez la décentralisation, il faut vous rassurer que l'entité à laquelle vous donnez ces statuts-là soit capable de vous prendre en charge. Lorsqu'il est établi que financièrement, économiquement, l'entité n'est pas viable, il n'y a pas de décentralisation, il n'y a pas d'autonomie. Est-ce que les provinces congolaises, c'est ça votre question, les provinces congolaises sont financièrement viables? Je vous dis non. Quand on parle de Lualaba, bon, Lualaba à la télévision, les Hauts-Katanga, mais ces provinces sont capables de prendre en charge l'éducation, les soins, parce que ce sont des secteurs comme des dépenses fourre-tout. Vous dépensez, mais ça ne génère pas. Ce n'est pas l'éducation qui génère l'argent. Ce n'est pas la santé. Ce sont les trois matières qui sont décentralisées. Si vous répondez qu'elles ne sont pas financièrement viables, eh bien, il n'y a pas d'autonomie. Qu'elles soient générées par le fédéralisme ou par la décentralisation. À l'époque, le gouverneur Katumbi avait tenté de prendre en charge les hôpitaux de référence dans les villes, quelques entités. Mais un mois, on a senti le poids. Donc, ici, ça ne dépend pas de... Je sais que c'est une question politique. Comme c'est une question politique, si vous voulez appliquer cette technique, commencez par préparer l'entité, lui doter de moyens. J'entends les gens dire Kalemi est devenue telle qu'elle est grâce à la décentralisation. Mais c'est faux ça. C'est l'État. C'est l'État qui a financé les infrastructures de Kalemi. Mais malheureusement, le président de la République qui était derrière ça a pris conscience de cet investissement en dernière minute. Raison pour laquelle, aussitôt parti, tout s'est arrêté. Donc, 40% des entités, 40% de structures de production installées dans la province. Combien d'entreprises a-t-on créé? Vous pouvez prendre n'importe quelle échéance. Nous avions des entreprises que la colonie nous a laissées, que nous n'avons pas su gérer, qui sont tombées une à une en faillite. On n'a plus rien. Les 40% viendraient d'où? Kinshasa se contente de prendre même les magasins installés à Likasi, installés à Kamina, pour émarger sur la zone fiscale de Kinshasa. Donc, voilà les questions auxquelles on doit répondre. Au-delà des dimensions politiques d'identité qui posent problème, qui créent la peur aux uns, avec raison, qui fait plaisir aux autres, avec raison. Les uns comme les autres ont raison. Mais seulement, il faut être réaliste. Si vous voulez que nous soyons dans un même État, acceptez les règles de l'État qui reconnaissent l'égalité des citoyens sur l'étendue du territoire. Si c'est un État, et si vous ne voulez pas de l'État,
faites autre chose. Mais en attendant, comme c'est l'État, il faut respecter les normes. Par rapport à ceux qui expriment une crainte, n'est-ce pas, en ce qui concerne ou ce fédéralisme, il y a ceux qui vont jusqu'à considérer que, au-delà de ce risque de balkanisation, il y a d'autres qui vont jusqu'à considérer que non, voilà, ceci constitue une menace pour la Constitution, semble-t-il, ça va impliquer le changement de la Constitution. D'autres vont jusqu'à dire que ce fédéralisme viendra plutôt affaiblir le pouvoir central. Est-ce que c'est à tort ou à raison, ces craintes exprimées? Les craintes sont fondées. On ne peut pas élaguer ça. Causer avec ceux qui... Commençons d'abord par ceux qui réclament le fédéralisme. Parce que le fédéralisme n'a jamais existé. On veut tenter cette formule. Derrière le fédéralisme, ils veulent quoi? Derrière le fédéralisme, causer avec les partis fédéralistes dans toute intimité. Quand il parle de fédéralisme, c'est exclure certains Congolais, n'est-ce pas, les exclure à certaines fonctions. Ils le disent. Mais cette formule-là est contraire à la Constitution. Voyez-vous? Donc, les autres se comprennent. Qu'est-ce qu'on reproche à l'unitarisme? C'est la nuisance du pouvoir central. La nuisance de ceux qui détiennent le pouvoir à Kinshasa. Ces gens-là menacent l'existence de l'État. Ceux qui détiennent le pouvoir à Kinshasa menacent l'existence de l'État. Mais aujourd'hui, les pouvoirs, heureusement, j'ai suivi un ancien ministre, qui lui a été honnête de reconnaître que le pouvoir de Kinshasa est incapable, n'est-ce pas, d'asseoir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Si les détenteurs de pouvoir de Kinshasa étaient corrects, avaient le sens de l'État, on ne connaîtrait pas ce qu'on connaît. Vous voyez? Maintenant, ce sont des supputations. J'ai suivi quelqu'un il doit être politicien du Kivu, qui disait que démographiquement, je n'ai pas vérifié les statistiques, c'est lui qui en a parlé, démographiquement, les swahiliphones représentent à peu près 65%, selon lui. Mais, sur le plan du pouvoir politique, ils n'ont pas grand-chose. Bon, c'est une plainte. Oui. Pour caresser peut-être son électorat, il peut s'exprimer comme ça. Mais vous ne pouvez pas balayer cela comme ça. Il faut répondre à cette préoccupation-là. C'est ça le fonctionnement du système politique. Les détenteurs du pouvoir doivent prendre en charge cette réclamation-là. Et je vous dis, c'est vrai, à l'état actuel des choses, parce qu'on parle de la réalité. Oui. Le Katanga a organisé sa force pour la sécession à partir de la gendarmerie, qu'il a transformé. Prenons le fédéralisme. C'est vrai, le fédéralisme n'a pas la même forme. Les contenus du fédéralisme aux États-Unis n'est pas le même contenu en Belgique. Ce n'est pas le même contenu au Canada. Bon, admettons que la sécurité soit organisée, la sécurité interne soit organisée par chaque province. Donc c'est beaucoup plus facile de transformer la police provinciale à l'armée et se rebeller contre l'État. Voilà ce qui inquiète les unitaristes. Mais si les unitaristes gèrent, parce que c'est ça les cas de l'organisation du fédéralisme, la sécurité est du domaine de l'État fédéral. Mais si l'État fédéral fait son job, il n'y aura pas de problème. Le problème ici, c'est que l'État, qui est censé accomplir sa tâche, ne le fait pas. Il laisse le vide. Que ceux qui sont sur le terrain récupèrent de leur manière. Non. Pour ma part, fédéralisme ou unitarisme, ce n'est pas le problème.
Le problème, c'est l'existence même de l'État. Éviter d'énerver ceux qui ne sont pas au pouvoir. Éviter d'énerver l'opposition en résolvant des questions de manière politique et sincère. Voilà. Donc, que l'État puisse fonctionner normalement, peu importe la forme qu'on peut lui donner. Mais donc, selon vous, ça ne constitue nullement une menace, disons, pour la Constitution. Selon vous, cela n'impliquera pas nécessairement un changement de Constitution? Le fédéralisme passe par la Constitution, par le changement de la Constitution. Là, c'est clair. Est-ce qu'on peut interdire à quelqu'un de réfléchir sur le changement de la Constitution? Non, à n'importe quel moment, on peut réfléchir. Quitte à mobiliser la majorité pour changer la Constitution. Parce que la Constitution prévoit. Mais tant que vous n'avez pas de votre majorité, ça ne peut pas aller. Mais attention, le problème, j'ai dit, parce que vous m'avez posé la question de savoir si c'était opportun, si les conditions sont réunies pour qu'on passe d'un tel système à tel autre, je vous dis, les conditions ne sont pas réunies, ne sont même pas réunies pour le fonctionnement de l'État. Et la balkanisation dont on parle ne serait pas l'affaire des fédéralistes. La balkanisation, c'est l'affaire de ceux qui gèrent le pouvoir à Kinshasa, aujourd'hui les unitaristes. Parce qu'ils refusent de respecter les normes de fonctionnement de l'État. La fois passée, je vous ai dit que le ministre que nous avons au niveau national, ils sont incapables, n'est-ce pas, d'asseoir l'autorité de l'État dans leur secteur respectif. Et c'est cette incapacité qui crée les désordres. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que si nous maîtrisons à faire établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République, nous n'aurons pas de problème des rebelles, des Ouazalendo, de ceci. Ça va disparaître de soi. Et les voisins vont nous respecter. Mais tant que nous sommes incapables de le faire et que cette incapacité se répercute négativement sur nos voisins, nous serons toujours dans la situation actuelle. Pour revenir à la décentralisation, Olivier Kamitatou souligne que cette décentralisation promise par la Constitution de 2006 est restée inefficace. Il justifie cela en disant que les provinces dépendant toujours de Kinshasa pour leurs ressources et décisions, selon lui, le modèle unitaire a complètement échoué. C'est ainsi qu'il propose une fédéralisation, je l'ai dit dès l'entame de ce magazine, une fédéralisation basée sur 6 grandes régions historiques. J'ai parlé de l'oriental, j'ai parlé de l'Équateur, le Congo, le Kasaï, le Katanga ainsi que le Kivu. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, cette organisation a déjà existé. C'est l'organisation qui avait été décrétée en 1933. Avant 1933, le Congo était subdivisé en 4 provinces. C'est à partir de 1933 qu'on a réorganisé l'État en 6 provinces. Et ces 6 provinces-là, qui existaient, n'étaient pas décentralisées, n'étaient pas fédéralisées. C'était un État fort, un État colonial. Parce qu'en fait, un État suppose de la centralisation, c'est clair. L'État, le fonctionnement normal de l'État, c'est la centralisation. Là, on doit reconnaître. Mais s'il y a des raisons, notamment politiques, qui voudraient qu'on reconnaisse certains attributs aux provinces, on abandonne l'unitarisme, disons, on abandonne la centralisation vers la décentralisation, ou au besoin, on aborde la dimension politique jusqu'à au fédéralisme. Ce sont les conditions sur terrain qui s'imposent. Mais je vous dis, toutes ces 2 formes-là, administrative et politique, administrative, c'est-à-dire décentralisation, politique, fédéralisme, signifie associer la population à la gestion de l'État. C'est ce que ça signifie. Une gestion participative. Gestion participative. Gestion participative par la voie électorale. Il faut
la voie électorale. Mais cette voie électorale n'est possible pour la viabilité que s'il y a la conscience locale. Mais malheureusement, au Congo, dis-je, la conscience locale n'existe pas. Elle a disparu. Pas elle a disparu, elle n'a jamais existé. C'est-à-dire les Belges ont ramassé les entités qui existaient, ils les ont fondues dans un État qui était géré au sommet d'une certaine manière pendant la colonisation, mais les Congolais qui ont pris les choses en main sont incapables de gérer cet État tel qu'il a fonctionné à l'État colonial ou tel que ça fonctionne ailleurs. C'est clair, on ne doit pas se les cacher. Ce sont des choses qu'on observe. Évidemment, ceux du domaine se retrouvent facilement. Ceux qui ne sont pas du domaine, c'est normal qu'ils ne se retrouvent pas. C'est l'État qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas la forme, n'est-ce pas, qui pose problème, mais c'est plutôt l'État lui-même. Quand Olivier Kamitatou dit que la décentralisation n'a pas réussi, il faut plutôt passer au fédéralisme. Mais il pousse vers les pires, parce que la décentralisation suppose l'autonomie. Le fédéralisme suppose l'autonomie politique. Ici, l'émission doit avoir un caractère pédagogique. Tout à fait. La dimension administrative, c'est quoi? Est-ce que l'entité décentralisée est tenue de se conformer aux normes supérieures, aux normes de l'État, et ne peut pas sortir du cadre tracé par l'État. Mais l'autonomie qui découle du fédéralisme, là, au-delà de se conformer, comme vous savez, la compétence est d'ordre public et d'attribution. Donc il y a une instance supérieure qui vous donne ce que vous devez faire. C'est ça, la dimension administrative. Mais la dimension politique suppose qu'au-dessus, il n'y a plus rien. L'État central cesse, n'est-ce pas, d'intervenir dans certains domaines. C'est-à-dire, il considère que vous êtes mature, vous pouvez régler la question vous-même. Donc c'est plus que la décentralisation, l'autonomie administrative, où on vous regarde si c'est conforme, c'est ça. Mais quand il s'agit du fédéralisme, c'est politique. Vous ne pouvez pas dire que vous avez concédé l'autonomie politique à une entité et commencer toujours à intervenir comme le fait le ministre de l'Intérieur. Ce que le ministre de l'Intérieur, je dis par rapport aux assemblées, le ministre de l'Intérieur n'a aucune disposition qui lui donne le droit d'intervenir dans les décisions des assemblées. Lorsqu'on vote une motion, dans un sens comme dans l'autre, le ministre de l'Intérieur intervient. Non. Au début, sous Kabila, on a compris que le ministre pouvait intervenir lorsque les députés, par exemple, arrivent aux mains, ils sont en train de se bagarrer, et qu'ils sortent de l'enclos de l'Assemblée, là, ils ont troublé l'ordre public. À ce moment-là, le ministre intervient à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, c'est même à l'intérieur. Quelle disposition qui donne à ce ministre de faire ça? Ce n'est pas sa matière. Ce n'est pas sa matière. Quand bien même le régime Kabila a, lors de la réforme de 2011, a violé la garantie reconnue à l'autonomie des provinces. Parce que la forme initiale de la Constitution de 2006 reconnaît à l'Assemblée la plénitude de son pouvoir. L'Assemblée provinciale ne reçoit rien comme injonction de Kinshasa. Rien. Mais c'est la réforme de 2011, finalement, qui a donné au président la possibilité de fermer l'Assemblée
de révoquer les gouverneurs, on a dilué la Constitution. Mais maintenant, Olivier voudrait que les entités qui pataugent dans les fonctionnements, qu'on leur ajoute encore plus de pouvoir politique pour mieux fonctionner. Non. Aussi objectivement, oui, reconnaissons que l'organisation de ces structures-là coûte cher à l'État. Les coûts seraient rééquilibrés si le fonctionnement de ces entités est efficace. Et ça ne serait efficace que si ces entités contribuaient. On a vu 12 ans de l'Assemblée provinciale ici au Katanga, aucune décision qui tendait à améliorer le vécu quotidien de la population katangaise. Rien. Mais par contre, ils ont reçu autant d'avantages. Ils recevaient beaucoup. Comme d'habitude. Voilà, nous sommes en train de tendre vers la fin de ce magazine. À vous comprendre, nous avons l'impression que, comment dire, il n'est pas encore temps de pouvoir penser aller vers le fédéralisme, puisque certains préalables ne sont pas encore réunis. Cela a toujours été source de tensions, de controverses à chaque fois que c'est évoqué, et ceux qui sont entre guillemets unitaristes, c'est eux qui ont peur de pouvoir aller vers ce concept. Mais prenons l'heure qu'il est. La République démocratique du Congo, une partie, je voulais dire, de la RDC est occupée par les forces rebelles, AFC M23, et le débat du fédéralisme est relancé. Est-ce que c'est opportun que ce débat soit relancé à l'heure qu'il est? Écoutez, le débat n'a pas de temps. À n'importe quel moment, on aborderait ce débat. Mais seulement, l'effectivité de ce qu'on veut ne peut se matérialiser que lorsqu'on réunit les conditions. Notamment, le fédéralisme passe par le changement de la Constitution. Or, nous sommes dans un état de guerre qui ne permet pas de procéder au changement de la Constitution. Et c'est pour autant qu'on ne peut pas réfléchir. Non, moi je dis ceci. Je ne dis pas qu'il n'est pas opportun. L'opportunité, c'est comme si on tendait vers... Il faut attendre ce moment-là. Non. Okay. Moi, je dis... Le problème de la forme de l'État ne se pose pas. Mais c'est beaucoup plus le fonctionnement de l'État lui-même. C'est l'État lui-même qui fonctionne mal. Qu'il soit fédéralisé ou unitaire, notre État fonctionne mal. Le mal que nous avons ici, dans un État unitaire, aujourd'hui nous sommes dans un État unitaire, on ne peut pas se le cacher. C'est un État unitaire. Décentralisé ou pas, c'est un État unitaire. Mais qui fonctionne mal. Très mal. Très mal. Donc, il ne faut pas imaginer que cet État unitaire peut conduire à l'autonomie. Pas du tout. Par contre, les fonctionnements d'aujourd'hui nous conduisent à la balkanisation. C'est ça la réalité. Le mauvais fonctionnement de l'État nous conduit à la balkanisation. Savez-vous, je dis, savez-vous combien d'années l'État congolais ne crée plus des écoles? Savez-vous ça? Mais comment cet État sera-t-il géré quand vous ne formez pas les gens? Est-ce que ce n'est pas vous qui préparez la balkanisation ou la disparition de l'État? C'est ça. Donc, je dis qu'on prenne conscience. Parce que ici, ce n'est pas seulement les habitants de Kinshasa, évidemment pas tous les habitants, les dirigeants. D'ailleurs, qu'est-ce que nous avons observé? Ne fût-ce que par l'analyse. Les fédéralistes autoproclamés dans les provinces, quand ils arrivent à Kinshasa, ils deviennent plus unitaristes que fédéralistes. Ils dépassent même les ambitions, les demandes des unitaristes, voyez-vous. C'est ce qu'on observe.
Tshombe était fédéraliste. Oui. J'allais d'ailleurs évoquer le cas. Quand il a géré le pays, il n'était plus. On a vu les Kingo Kumanza une fois au pouvoir. Oui. Les discours fédéralistes disparaissent. Voyez. À ce moment-là, ce n'est pas la forme qui pose problème. Il dit, si nous devons réfléchir, c'est notamment apprendre aux enfants d'être éveillés sur le fonctionnement de l'État, de ne plus accepter l'inacceptable. C'est quoi ce que je veux dire? Que les gens détenteurs du pouvoir violent les règles du fonctionnement de manière impunie. Nous devons refuser ça. Je commençais par l'identité, parce que c'est un problème fondamental. Lorsque les dirigeants au pouvoir, il est de votre tribu, vous fermez les yeux sur toutes les faiblesses qu'il peut manifester, parce qu'il est le vôtre. Vous ouvrez les yeux seulement quand ces dirigeants-là n'est plus de votre tribu, de votre province. L'État ne peut pas fonctionner comme ça. L'État ne peut pas fonctionner. Résolvons la question d'identité à la base. Que les habitants de la commune de la Kenya se disent, la Kenya c'est notre patrimoine. C'est nous, habitants de la Kenya, qui devons rendre la ville propre avec nos moyens. Tout habitant de la Kenya doit payer. Et il a le droit de contrôler ce que les contribuables versent. Qu'ils soient du centre, du sud, du nord, de l'est ou ouest de la République, il est habitant de la Kenya, il doit être traité comme tel. À ce moment-là, le problème est résolu. Okay. Mais tant que nous sommes aveuglés par l'identité, que nous ne savons pas affirmer, croyez-moi, nous ne pouvons pas nous en sortir. Parce que la faute n'est faute que s'il est d'une autre tribu. Tant qu'il est de la tribu, il n'y a pas de faute. C'est pas normal. Un État ne peut pas fonctionner comme ça. Les États qui fonctionnent, croyez-moi, ce sont des États qui respectent les règles du jeu. Le non-respect des règles entraîne tout ce que vous pouvez imaginer. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Dans 30 secondes, qu'est-ce que vous pouvez dire en termes de conclusion, du moins pour cette émission, pour tout ce que nous avons dit? Ce que nous pouvons dire, c'est qu'on ne peut pas d'abord interdire les débats. Ça, c'est un. Et aussi, faire de sorte que les débats puissent éclairer les uns les autres, de telle sorte que la peur que les uns manifestent, n'est-ce pas, pour que ces gens-là soient sécurisés. Aussi les autres, dans ce qu'ils réclament, que cela soit compatible. Qu'on ait un débat ouvert. Parce que je dis que le point de départ, c'est la loi du silence. Ici, qui se manifeste par l'hypocrisie. On ne veut pas dire ce qui se passe. On a peur. Mais on veut entretenir ça. On est contre tel, pas tout simplement de par son origine. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a vécu à Likassi, qui connaît mieux Likassi, qu'on lui dénie, n'est-ce pas, la possibilité de gérer Likassi parce que ses ancêtres venaient, je ne sais pas, de Malawi et il n'a plus le droit. Non. Voyons ce qui se passe ailleurs. Okay. C'est une question, vous avez suivi, il y a un politicien en Côte d'Ivoire. On vient de l'extraire pour un problème de justice. Non, c'est l'injustice. C'est l'injustice. Le conseil que je peux donner, c'est celui-ci. Il n'y a pas de paix sans respect des normes. Et devant l'injustice, la rébellion est une obligation. Nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Ce grand échange s'achève par ici. Madame, Monsieur, merci de continuer de nous regarder sur Arc-en-Ciel Télévision, surtout sur nos différentes plateformes digitales, notamment YouTube. Nous vous fixons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.